les amphis sont d'ores et déjà un succès, puisqu'on sait déjà qu'on sera plus nombreux que l'année dernière, et ça, c'est énormément grâce à vous, à votre présence, à votre mobilisation. Je vais remercier aussi l'équipe qui passe toute l'année à organiser cet événement, à faire en sorte que les ateliers se passent bien, à contacter les intervenants. Les volontaires qui sont présents toute une semaine en amont et qui vont rester un peu à la fin pour ranger, qui font en sorte que tout se passe bien. Et puis nos invités, nos intervenants d'aujourd'hui, que je remercie d'avoir répondu présent. C'est pas toujours facile en pleine période de vacances. Hein. Je ne sais pas si j'espère que vous n'avez pas dû interrompre les vôtres. En tout cas, je vous remercie d'être là. Zako Sapé-Triomphe, donc vous êtes polytechnicien, ingénieur, membre de X Alternative, je vais vous laisser en dire deux mots. Et Anna Lambert, vous êtes philosophe, autrice de Schizophrénie numérique, Le capital que je ne suis pas, et bientôt, enfin, vous l'avez déjà fini, je pense, mais il sort quand d'ailleurs ? Il sort en septembre, donc d'actualité, de la bêtise artificielle. Et je vais vous laisser aussi une minute pour vous présenter, pour définir aussi votre champ de compétences. Puis après, alors je vais vous expliquer, je vais leur poser d'abord dans un premier temps, moi, 3 questions auxquelles ils vont répondre. Et puis ensuite, on va se garder une petite demi-heure pour échanger avec vous. Voilà. Je suis vraiment pas poli, j'ai oublié de me présenter. Arash Saïdi, je suis député européen. Et du coup, c'est pour les présentations, ça. Bonjour à tous et merci à l'Institut La Boétie pour l'invitation et aux amphis pour ce lieu et cet espace. Pardon, il faut que je parle plus fort, ça. Et donc, pour me présenter rapidement, vous l'avez dit et je vais présenter l'association que je représente ici, X Alternative, donc, qui est une association à l'origine fondée par d'anciens élèves de l'école polytechnique et qui s'ouvre à tout le champ de la recherche scientifique et de l'ingénierie, et qui cherche à repenser le rôle des sciences et des techniques au service de l'intérêt général, pris du point de vue, bien sûr, qui est le nôtre, c'est-à-dire de ceux qui pensent, conçoivent et mettent en œuvre des systèmes techniques. Et pour ça, on organise donc des conférences, on produit des documents de réflexion, et surtout, on essaye de se reconnaître et se parler entre gens qui peuvent avoir ce point de vue-là et les mêmes aspirations, disons, d'émancipation sociale, ou que, en tout cas, les techniques s'inscrivent dans une émancipation sociale. Voilà. Merci, merci beaucoup pour cette invitation. Très brièvement, moi donc, je m'appelle Anna Lambert et je suis enseignante et chercheuse en philosophie à l'Université Paris 8. J'ai aussi été membre du Conseil national du numérique. Et puis, donc, je travaille en fait principalement sur des auteurs philosophiques qui ont questionné le thème de la technique, des technologies, de l'industrie de manière générale, en particulier des auteurs de philosophie contemporaine. Donc, je peux vous citer quelques noms, Gilbert Simondon, Jacques Derrida et Bernard Stiegler. Et je me suis beaucoup intéressée donc, ces dernières années aux enjeux psychiques, sociaux, politiques, anthropologiques de manière générale, des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, enfin de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, parce que justement, il s'agit aussi de questionner un petit peu nos manières de parler de ces technologies, si on veut les comprendre et en évaluer les enjeux. Il vient ? Oui. Je vous remercie d'avoir dit ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, puisque donc on va le faire une fois, on ne va pas le redire à chaque fois qu'on dira intelligence artificielle, et même si c'est le nom de l'atelier, ce que change vraiment l'intelligence artificielle, il faut le prendre entre guillemets, parce qu'on l'appelle comme ça, mais vous allez nous expliquer dans un instant pourquoi le terme est un peu impropre, et on va dans un premier temps donc définir un peu le sujet, parce que de là vont découler les questions qu'on va se poser. On est tous baignés dans cette ambiance d'intelligence artificielle, ça a changé énormément de choses dans nos vies.
Les questions qui se posent en général, c'est est-ce que la créature ne va pas nous dépasser? On est tous un peu dans le fantasme des films de science-fiction où, je vais le dire trivialement, le robot commence à prendre le dessus sur l'homme et on se sent menacé. Ce n'est pas du tout la question qu'on va se poser aujourd'hui. La question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est, en redéfinissant le terme, se dire que ce n'est qu'un outil technique qui utilise des données et qui ne fait qu'obéir à ce que lui demande son créateur. Et nous, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, c'est quel problème découle de l'utilisation de cet outil, à quelle vitesse devons-nous adapter notre temps politique à la vitesse à laquelle la technologie avance. Et j'aurais dû me douter que vous aviez travaillé avec Bernard Stiegler, puisque vous aimez bien utiliser le mot de disruption. Et comment on peut faire pour répondre aux problèmes posés, qui sont plus d'ordre d'utilisation de l'outil plutôt que de dépassement de l'être humain par l'outil. Et donc, je vais vous laisser nous définir et nous expliquer pourquoi on utilise improprement le mot intelligence artificielle. Mais je pense que Anne a beaucoup plus de choses à dire là-dessus que moi, en tout cas sur l'usage impropre du terme intelligence artificielle. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans notre association, quand on a mené des travaux de réflexion entre nous qui regroupaient des chercheurs sur l'IA pour interroger cet objet technique, on a pris le parti de ne pas donner de définition. On a décidé de dire que dans le cadre de nos travaux, sera de l'intelligence artificielle, tout ce qui est appelé intelligence artificielle, précisément parce que ce terme ne correspond à aucune réalité unique. C'est un champ technoscientifique qui regroupe plein de domaines de recherche qui bien souvent n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres, plein de produits, d'outils, et en plus qu'il y a une histoire avec des revirements qui font que, en gardant le même terme, on est passé de machines, d'algorithmes, d'arbres de décision à le deep learning d'aujourd'hui, qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qui se faisait dans les années 70-80, mais qui s'appelait quand même intelligence artificielle. Donc ce terme est flou. Mais ça regroupe quand même, ça touche, il me semble, quand même à l'idée de concevoir des systèmes qui, à un moment ou un autre, prennent une décision de manière autonome. Je pense que du point de vue de l'ingénieur, en tout cas, c'est ça. On délègue une partie de la décision à un système, d'une certaine manière. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le paradigme dominant font que l'intelligence artificielle, c'est des machines qui utilisent beaucoup de données pour tirer de ces données d'une certaine manière, et d'ailleurs qu'on ne comprend pas très bien, une capacité une certaine capacité d'analyse ou une capacité de prise de décision. Donc voilà pour ce qui n'est pas une définition, finalement, je le reconnais. Et donc effectivement, il me semble que au moins de le prendre comme ce champ de recherche technoscientifique, ça permet de dédramatiser les choses et de voir que voilà, c'est une série de choix technologiques et scientifiques, et il y a plein de manières possibles de répondre à des besoins. Et je crois que c'est ça, moi, la question que je pose, c'est l'intelligence artificielle, ça pose la question de ce qu'on veut en faire, et c'est ce qu'on veut en faire qui déterminera comment on le fait par la suite. Oui, alors effectivement, moi j'ai été très critique à l'égard de ce terme d'intelligence artificielle. Bon, peut-être que c'est pas la question fondamentale qu'il s'agit de poser ici, mais c'est vrai que c'est une sorte de biais professionnel, parce que quand on fait de la philosophie, on s'intéresse beaucoup au sens des mots et voilà, pourquoi est-ce qu'on utilise tel terme et qu'est-ce qu'il signifie. Et il se trouve qu'il me semble que ce terme-là ne signifie pas grand-chose, comme l'a dit Zako à l'instant, mais surtout peut nous induire en erreur, si vous voulez, parce qu'il est symptomatique d'un ensemble d'autres termes, comme le terme d'apprentissage automatique, le terme d'agent autonome, d'agent conversationnel, etc., qui en fait, anthropomorphise les dispositifs technologiques. C'est-à-dire qu'on se rapporte à des dispositifs technologiques comme si c'était des doubles de l'humain, des doubles de nous-mêmes, en leur attribuant toutes sortes de capacités mentales, intérieures, psychiques, donc l'intelligence, l'apprentissage, l'agentivité, etc. Or, cette conception de la technologie, si vous voulez, qui se rapporte à la technologie comme un double de l'humain, elle a été critiquée en fait par de nombreux philosophes depuis les années
on va dire en particulier dans les années 50-60, au moment où se développent justement les premières recherches en intelligence artificielle. Donc vous savez que c'est des recherches qu'on date d'habitude à l'année 1956 à la conférence de Dartmouth, mais en réalité ça avait commencé avant avec la cybernétique. Mais c'est lors de cette conférence de Dartmouth en 1956 que naît ce terme d'intelligence artificielle. Et il faut bien comprendre qu'il est né dans une optique promotionnelle, c'est-à-dire qu'il s'agit en fait pour les personnes qui organisent cette conférence, qui viennent donc d'un certain nombre de champs technoscientifiques que Zako a très bien mentionné, donc par exemple les sciences cognitives, mais aussi l'informatique, l'algorithmique, etc. C'est l'ingénierie en fait aussi. Donc ces chercheurs-là qui lancent ce programme de recherche sur l'intelligence artificielle mobilisent ce terme pour attirer, si vous voulez, des financements et de l'attention sur ces recherches. Mais c'est un terme qui n'a rien de scientifique, c'est-à-dire que dès le début, il est contesté, hein, et d'autres proposent par exemple le terme de traitement automatique de données. Voilà, on pourrait dire aussi de calcul algorithmique aujourd'hui sur des quantités massives de données, ce qui n'était pas le cas au début puisqu'on ne disposait pas d'autant de quantités de données numériques. Bref, donc tout ça pour dire que je pense que ce terme risque de nous induire en erreur parce qu'il va nous empêcher de comprendre les schèmes de fonctionnement technologique des dispositifs auxquels on a affaire et surtout, en anthropomorphisant ces machines, eh bien, de masquer les humains qui sont derrière, évidemment. Hein. Donc les humains qui décident des fonctionnements algorithmiques, les humains qui entraînent les machines, les humains qui trient les données et qui sont exploités pour faire ce travail, etc., etc. Donc voilà, un terme, je dirais, un peu risqué et qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions. Et donc, par ailleurs, moi, j'ai essayé de proposer un terme alternatif, hein, puisque quand on critique une notion, autant essayer d'en proposer une autre. Et j'ai proposé le terme d'automate computationnel ou d'automate numérique, ou d'automate algorithmique, bref, en insistant sur la dimension de l'automatisation. Parce que je crois que c'est une dimension très importante et je vais finir là-dessus. Ce que nous vivons aujourd'hui, pour bien le comprendre, il faut le remettre en perspective avec une première phase d'automatisation qui a eu lieu, enfin, c'était pas là. Je ne sais pas si c'était la première, je ne sais pas si c'est juste historiquement de dire ça, mais en tout cas, nous avons l'habitude d'associer la notion d'automatisation à la révolution industrielle, aux machines mécaniques, si vous voulez, aux industries machiniques, qui correspondent à une automatisation des savoir-faire, à l'extériorisation d'un certain nombre de savoir-faire dans des machines automatiques. Et aujourd'hui, nous avons affaire à un nouveau processus d'automatisation qui correspond cette fois-ci à l'extériorisation des savoirs pensés, je vais y revenir, ou des savoirs décidés dans des machines algorithmiques, numériques, électroniques. Et je crois que quand on pose le problème en termes d'automatisation, eh bien, on arrive à des questionnements et à des évaluations, disons, et aussi à des propositions tout à fait différentes et beaucoup plus intéressantes que quand on fantasme justement sur l'idée d'une conscience algorithmique qui viendrait tout d'un coup menacer l'entièreté d'une humanité indifférenciée. Voilà. Merci. Et bien alors donc justement, cet automate de pensée, quel problème pose-t-il, puisque vous avez commencé à nous le sous-tendre, il va nous poser énormément de problèmes démocratiques, de problèmes éthiques, de problèmes sur notre pensée même, sur nos modes de réflexion. Moi, j'ai même... Enfin, ces problèmes, c'est aussi les problèmes posés par ces dispositifs techniques, c'est sur l'utilisation qui va être en être faite, et puis j'ai envie de dire par qui. Je sais que vous êtes sensible à la question. Et est-ce qu'on ne peut pas dire qu'on tombe dans une sorte de nouveau féodalisme où on aurait les seigneurs de la high-tech qui, à l'image des seigneurs du Moyen-Âge, auraient une supériorité acquise sur leurs sujets qui sont de fait un peu enchaînés à ces seigneurs, à l'époque parce qu'on ne pouvait pas quitter ces terres, aujourd'hui parce que on est pieds et poings liés par un outil numérique parce qu'il est utile dans notre vie quotidienne, parce qu'il est utile dans le fonctionnement de l'entreprise, etc., etc., et que le coût du changement de cet outil nous paraît, ou l'est peut-être, prohibitif pour pouvoir regagner une certaine liberté dans le cadre juridique actuel. Et je le précise parce que le début de mon propos est quand même très pessimiste, et moi j'aime quand même à penser, et on en parlera à la fin, d'abord tout est politique, et le politique qui définit le juridique peut toujours changer la règle du jeu et faire évoluer. On n'est pas des acteurs totalement
impuissant face aux choses qui adviendraient quoi qu'il arrive. Et les problèmes que vous allez poser, on a quand même des débuts et des pistes de réflexion pour pouvoir y remédier. Je ne sais pas lequel de vous deux veut commencer. Oui. Oui, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Je ne sais pas peut-être l'endroit par lequel entrer dans ce sujet, c'est cette question peut-être du féodalisme. Bon, c'est ce concept de Cédric Durand de techno-féodalisme, où on serait inféodé d'une certaine façon en Europe vis-à-vis des seigneurs de la tech américains. Je crois que moi, je crois beaucoup, et vous l'avez évoqué, à la possibilité, simplement par la norme et par la loi, de décider de l'interopérabilité des systèmes, de décider d'éviter le cloisonnement et l'enfermement des entreprises, des individus dans une dépendance vis-à-vis de certains systèmes techniques. Je crois que là-dessus, c'est vraiment par la loi qu'on peut ouvrir en tout cas la brèche. Ensuite, il faut s'assurer que tout cela est effectivement mis en œuvre, mise en place et simplement possible. Oui, je pense que en fait l'interrogation que je me pose régulièrement, et d'ailleurs c'est le nom de l'association que je représente, c'est comment est-ce qu'on rend possible des alternatives dans le système actuel. Il me semble que aujourd'hui, sur cette question par exemple de la féodalité, elle n'est pas si juste que ça, dans la mesure où on est dépendant, c'est-à-dire on est dépendant de systèmes techniques quand une entreprise a mis en place une série de systèmes informatiques. C'est effectivement très coûteux d'en sortir. Comment dire, mais le point clé dans cette histoire, il me semble qu'il est et qu'il demeure la question des infrastructures. Et c'est là où c'est pas tant que ça un système féodal. Et d'ailleurs, il y a un très bon article dans le Diplo ce mois-ci en critique au concept de techno-féodalisme qui met en exergue le fait que ces seigneurs de la tech sont ce qu'ils sont parce qu'ils ont investi massivement dans les infrastructures. Et d'ailleurs, en fait, c'est vraiment le nerf de la guerre pour l'ensemble de ces entreprises. Et donc je crois que si on parle finalement de ces questions qui semblent être des questions de technologie numérique, en réalité il faut en revenir aux questions d'infrastructure, de data center, d'énergie, de câbles, de choses assez concrètes, pragmatiques, réelles, matérielles, disons. Et c'est là où on peut avoir une réelle dépendance, notamment dans la mesure où tous ces systèmes qu'on est en train de qualifier, bon, on a dit on ne veut pas utiliser le terme, mais d'intelligence artificielle, évoluent à une vitesse ahurissante. Finalement, des acteurs émergent et disparaissent à une cadence telle que la seule chose qui est réellement pérenne et qui nous engage sur des générations sont les infrastructures qu'on utilise. Et là-dessus, c'est là où il me semble que je pense que ce à quoi vous faisiez référence, c'est cette opposition qu'on fait souvent entre des modèles ouverts ou des modèles fermés et le fait que certaines entreprises font des modèles propriétaires sur lesquels on n'a aucun accès, on ne peut pas se les approprier, et d'autres font des modèles ouverts. Je crois que c'est en réalité un faux débat. Dans la mesure d'une part où la plupart des systèmes d'IA dits ouverts en réalité sont effectivement utilisables par n'importe qui sans payer, mais ils ne sont pas ouverts au sens où on ne sait pas comment ils ont été conçus, sur quelles données d'entraînement. C'est pas du tout du logiciel libre au sens où on l'entend traditionnellement. Et ensuite, ce qu'il faut se demander, c'est une fois qu'on a un modèle ouvert que n'importe qui peut exploiter, sur quoi est-ce qu'on le fait tourner concrètement en termes d'infrastructure. Et c'est là où vous verrez que le modèle chinois ouvert DeepSeek, qui a fait beaucoup de bruit en début d'année, qui est un modèle d'IA générative de texte, est un modèle énorme, très lourd à faire tourner, et qui, en fait, si on essaye de se l'approprier et de l'utiliser soi-même, ça va coûter très très cher. Vraiment, si une personne essaye d'utiliser DeepSeek plutôt que ChatGPT il ne pourra pas le faire tourner sur son ordinateur, il ne pourra pas le faire tourner sur... Et donc, il me semble que la question sous-jacente, finalement, c'est de se dire... pensons aux infrastructures qu'on a, et moi il me semble que ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on est tous propriétaires d'une infrastructure computationnelle, on a tous un ordinateur, presque, j'imagine, un ordinateur, un téléphone, en fait, qui sont pleins de machines à calculer très puissantes,
Aujourd'hui, il y a tout un pan de recherche qui vise à faire des modèles d'intelligence artificielle qui fonctionnent sur ces machines-là. Et qui, du coup, nous rendent moins dépendants d'une infrastructure technique possédée par d'autres acteurs. Donc voilà, je pense que sur cette question de la féodalité, il faut toujours la ramener à la question des infrastructures. Et c'est là où on peut, en plus facilement parler de l'intervention de la puissance publique, de la propriété publique des infrastructures, qui sont plus facilement imaginables que la question des communs numériques, qui est encore un autre sujet. Mais pardon, j'ai ouvert plusieurs portes. Non, mais c'est très bien, parce que par ailleurs, l'angle et le politique que je suis, vous me faites plaisir, j'espère que vous ne l'avez pas fait que pour ça, mais l'angle propriété publique plutôt que les communs, qui est quelque chose de compliqué à mettre en place, alors que si effectivement les puissances publiques s'investissaient un peu plus, elles sont les premiers propriétaires de la plupart des données. Et ce qui fait que les entreprises dont on parle peuvent avoir cette mainmise et cette supériorité actuelle, c'est parce que, on leur a laissé privatiser ces données, mettre la main dessus d'abord et les privatiser ensuite, et deux, que c'est un des rares domaines où il n'y a quasiment aucune règle du jeu autre. J'en dirai un mot tout à l'heure, mais par exemple, la norme européenne ne s'intéresse quasiment uniquement qu'à trouver des financements et ouvrir les robinets en grand. Alors c'est un des aspects du problème, vous l'avez dit, il faut qu'on puisse financer la recherche, etc. Mais là, on finance les yeux fermés. On ne dirige pas les financements, on ne met pas de bornes, et c'est vraiment des financements en espérant qu'une licorne sorte et qu'on puisse éventuellement un jour concurrencer. Et donc vous remettez aussi les acteurs publics au cœur du questionnement en disant c'est à vous de vous saisir du sujet, de définir les normes, d'utiliser les atouts que vous avez et les financements que vous pouvez distribuer. Oui, alors pour rebondir peut-être là-dessus brièvement, effectivement, si vous avez mentionné le terme de disruption tout à l'heure, et si c'est un terme que je mentionne souvent aussi en le reprenant donc, au philosophe Bernard Stiegler qui avait beaucoup traité de ces questions, c'est que nous vivons une époque justement où l'innovation est disruptive au sens où l'innovation est permanente et elle est imposée, alors ce qu'on appelle l'innovation en tout cas, de manière assez massive dans les sociétés, dans certaines sociétés en particulier, notamment l'innovation américaine inonde un petit peu les sociétés européennes dans le champ numérique. Et cette innovation, elle s'impose avant même qu'une réflexion collective ait pu être élaborée sur les enjeux des technologies qui vont justement en fait nous être plus ou moins imposées. Et donc ça, c'est un problème parce qu'effectivement, c'est une spécificité d'ailleurs de l'industrie numérique parce que dans d'autres domaines industriels, comme je sais pas, les médicaments par exemple, l'industrie pharmaceutique ou bien les transports, et bien avant de lancer un médicament sur le marché, avant de lancer un avion sur le marché, vous faites des tests de sécurité où vous évaluez les effets secondaires potentiels, etc. Bon, je dis pas que ces tests sont faits selon les bons critères dans toutes ces différentes dans tous ces différents secteurs industriels, mais néanmoins, il y a l'idée d'un principe de non-conformité, donc l'idée que l'industrie n'est pas nécessairement conforme aux intérêts du plus grand nombre. C'est une idée qui nous a, à première vue, un petit peu échappé dans le champ de l'industrie numérique, puisque là, on a des services et des produits numériques qui s'imposent à grande échelle, avant même, si vous voulez, qu'on ait pu réfléchir à leurs enjeux potentiels et à leurs éventuels dangers. Donc ça, c'est un grand problème, c'est un problème qu'on peut évidemment changer, auquel on peut remédier. Et ça pose aussi la question évidemment du rapport entre la puissance publique et les entreprises privées qui imposent leurs solutions technologiques sans qu'il y ait eu aucune délibération démocratique. Et à cet égard, des produits
comme ChatGPT ou comme les générateurs automatiques de texte ou d'images sont assez exemplaires, puisque donc ce sont des produits qui impliquent effectivement, on va dire l'exploitation de quantités massives de données, puisque ces modèles sont entraînés sur toutes les données qu'ils peuvent trouver sur Internet, hein, donc à la fois les données personnelles, mais aussi les œuvres intellectuelles, culturelles, etc. Et sans égard pour la propriété intellectuelle ou pour le respect des données personnelles. Voilà. Donc évidemment, c'est un gros problème. Par ailleurs, les personnes qui ont produit ces données, que ce soit les personnes, par exemple, qui ont contribué à l'encyclopédie collaborative Wikipédia, qui sert à entraîner les gros modèles de langage, ou que ce soit les personnes qui ont publié des œuvres numériques, ou que ce soit les personnes qui communiquent sur les réseaux sociaux, personne n'est rétribué en retour pour l'exploitation de ces données. Vous voyez ? Donc il y a un gros problème aussi d'extractivisme ici dans le modèle économique de ces entreprises. Après, voilà, je voudrais pointer d'autres enjeux qui concernent plutôt, on va dire, les effets anthropologiques de ces technologies-là, parce que je crois que nous vivons vraiment une mutation technologique et industrielle très importante en ce moment, et qu'il faut en prendre la mesure d'un point de vue anthropologique. Donc c'est pour ça que je vais pointer de manière très rapide quelques enjeux qui me semblent fondamentaux pour essayer de soutenir aussi que ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui n'est pas réductible à l'intelligence artificielle générative. Je veux dire, les technologies algorithmiques, numériques, le traitement automatique de données, on peut faire des choses incroyables avec, et pas nécessairement de l'IA générative. Hein. Et je ne voudrais pas que, en raison de la domination de ces produits numériques sur le marché, et notamment de leur, on va dire, de leur développement fulgurant depuis 2022, notre conception de l'intelligence artificielle se limite uniquement à ces produits-là, à ces fonctionnalités-là. Hein. Même si effectivement ils sont importants, et même si l'enjeu que Zako a pointé tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de développer des modèles plus petits, plus locaux, peut-être plus spécifiques aussi, plus adaptés à tel ou tel besoin, et plus écologiques, parce que effectivement, il y a des gros problèmes en termes environnementaux liés à ces technologies. Même si donc cet enjeu-là est fondamental, je crois qu'il est aussi fondamental de développer, d'ouvrir, si vous voulez, nos imaginaires technologiques pour penser d'autres technologies qui fonctionnent différemment. Hein. Et il y en a beaucoup d'autres, j'en citerai pour exemple plus tard. Mais en attendant, je voulais juste pointer, voilà, 3 dangers, disons, de ces automates computationnels génératifs, donc de ces gros modèles de langage, de ces générateurs automatiques de texte, d'images, de sons, de vidéos. Donc le premier enjeu, le premier problème, c'est, on va dire, celui de la dépendance cognitive ou de la dette cognitive. Hein. J'emploie ces termes qui ne sont pas les miens, c'est pas mon langage, mais ce sont des termes qui ont été mentionnés dans un article qui est paru récemment dans on va dire, en fait, il n'est pas paru dans une revue, il est paru en pré-publication, un article par des chercheurs du MIT qui parle de dette cognitive, et donc qui a l'article s'appelle Your Brain and ChatGPT ou quelque chose comme ça. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Je peux vous donner la référence précise ensuite si ça vous intéresse. Qui montre en fait que quand on utilise ce type de service, de produit, eh bien, en fait, on entre dans une sorte de dépendance cognitive à leur égard, c'est-à-dire que, en fait, on va leur déléguer un certain nombre de capacités mentales, psychiques, intellectuelles, si vous voulez. Hein. Notamment, vous allez déléguer votre capacité à vous exprimer. Or, quand vous vous exprimez, vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a beaucoup de facultés psychiques qui fonctionnent, la mémoire, puisque vous devez vous souvenir de tout ce que vous avez appris, lu, entendu, la synthèse, l'imagination, vous devez imaginer vos interlocuteurs, etc. Et donc, toutes ces facultés-là, qui sont fondamentales, en fait, dans l'usage de notre esprit critique, dans nos activités réflexives, interprétatives, créatives, etc., eh bien, sont déléguées à des automates statistiques probabilistes, hein, qui font des calculs sur des quantités massives de données. Et donc, il y a un enjeu, si vous voulez, un risque de prolétarisation psychique. Et donc, les chercheurs du MIT, qui n'emploient pas ce terme de prolétarisation, pointe néanmoins donc le fait que les personnes qui utilisent cet outil n'activent pas certaines zones cérébrales, et que quand il s'agit ensuite pour eux d'écrire ou de s'exprimer, si vous voulez, sans
la prothèse cognitive, eh bien, ils sont désemparés, ils mettent beaucoup plus de temps à réactiver ces zones cérébrales-là. Hein. Et je crois qu'il faut vraiment prêter attention à ça, notamment pour les générations à venir, puisque pour l'instant, nous avons tous appris à lire, à écrire, etc. Donc nous pouvons très bien utiliser ces machines, il n'y a aucun problème. Mais dans quelques années, ce sera peut-être un peu différent. Donc voilà, il faut avoir ces questions en tête. Le deuxième risque, pour moi, c'est le risque, si vous voulez, de ce que j'appelle l'anthropisation culturelle, c'est-à-dire le fait que ces dispositifs-là sont des calculs statistiques probabilistes sur des quantités massives de données. Donc, en fait, ils renforcent dans les phrases, les images qu'ils génèrent, ils renforcent les moyennes, ils renforcent les contenus probables, les contenus qui sont déjà très présents majoritairement sur Internet. Et comme les données ne sont pas triées en amont, vous avez, on va dire, des effets de stéréotypie qui se produisent. Donc, ce sont les opinions majoritaires qui vont être par défaut mises en avant. Et puis, par ailleurs, il y a aussi toutes sortes de biais idéologiques qui sont implémentés dans ces machines et qui dépendent de la manière dont ils ont été entraînés et que vous ne voyez pas parce que précisément ces algorithmes ne sont pas transparents, hein, comme le disait Zako tout à l'heure, ils sont fermés au sens où on ne sait pas comment ils ont été entraînés, etc. Donc ça, c'est un véritable enjeu aussi d'exiger la transparence de ces systèmes et éventuellement aussi la possibilité d'agir sur eux, hein, et de ne pas forcément se laisser imposer par l'intermédiaire de ChatGPT ou de Grok les idéologies de Sam Altman ou de Elon Musk. Vous voyez, donc il y a un gros enjeu ici. Enfin, dernier point, c'est la question de la désinformation. Je le mentionne parce que nous sommes face à de plus en plus de contenus automatisés produits sur le web. Donc, il y a de plus en plus de textes automatiquement générés, d'images automatiquement générées. Et il est assez facile de s'imaginer que ça ne va faire qu'augmenter dans les années à venir. Hein. Et donc, de deux choses l'une. Premièrement, un article qui a été publié dans la revue Nature, cette fois, a montré que quand ces modèles sont entraînés sur des contenus qui ont déjà été automatiquement générés, ils sont de moins en moins performants, de moins en moins pertinents. C'est comme si vous voulez, si vous faites la photocopie d'une photocopie d'une photocopie d'une photocopie. C'est de moins en moins clair l'image que vous voyez. Hein. Bon, c'est exactement le même principe parce qu'on a beau nous dire que ça génère du nouveau, ça génère absolument rien de nouveau. Ça fait des calculs statistiques sur des quantités de données passées. Hein. Donc à partir de calculs sur du passé, vous pouvez pas générer du nouveau. C'est pas comme ça que fonctionne, disons, l'apparition de nouveautés, ni dans l'histoire du vivant, ni dans l'histoire des inventions humaines, etc. Et donc, si vous voulez, vous reproduisez des choses qui ont déjà été reproduites, etc. Donc, il y a un phénomène d'anthropisation parce que plus vous utilisez et plus vous faites fonctionner ces machines, et moins cela devient pertinent, si vous voulez. Hein. Donc, il y a un risque ici. Et le risque est aussi, évidemment, de ne plus pouvoir faire la différence entre... Alors, je ne dis pas que la question de savoir si ça a été produit par un humain ou par une machine est la question fondamentale, puisqu'évidemment, vous pouvez produire toutes sortes de faux contenus en étant des humains, hein, ce n'est pas le sujet. Et d'ailleurs, on n'a pas attendu les IA génératives pour que la désinformation existe. Donc, ce n'est pas du tout le sujet. En revanche, si vous voulez, le problème, c'est que nous allons nous habituer à ne plus pouvoir savoir si ce que nous lisons, ce que nous entendons, ce que nous voyons est fondé sur des faits ou bien a été complètement artificiellement produit. On arrive à une phase où il est aussi probable que ça a été artificiellement produit ou que ça se base quand même sur un certain nombre de faits. Et donc là, vous avez le risque d'une défiance dans l'espace informationnel numérique qui pourrait se manifester, c'est-à-dire qu'on ne peut plus croire en rien, si vous voulez. Et ça, c'est un gros problème qui est autre chose que le problème de la désinformation, puisque vous voyez bien que pour produire une fausse information, il faut encore que la personne croie dans l'information qu'elle voit. Hein. La possibilité du leurre repose sur la possibilité de la croyance. Mais quand on ne peut plus croire en rien, eh bien, c'est la question de la défiance qui se pose, et ça, c'est très dangereux du point de vue de l'espace public. Donc là encore, il y a beaucoup de solutions à mettre en place, et je serais ravie de partager quelques propositions ensuite. Oui, contrairement à ce que vous pensiez, j'ai non seulement pas besoin de vous couper, mais je vais même vous relancer parce que vous avez presque été trop court. Par rapport à ces problèmes de désinformation et de dette cognitive que souligne Anne, quel problème spécifique peut poser le fait que, en gros, aujourd'hui, on a l'ensemble de nos activités qui sont numérisées et que 60% de cette numérisation, je vais caricaturer, mais aux mains de 5 grands acteurs qui, en plus, sont tous situés géographiquement au même endroit. Quel problème spécifique ça peut poser, cette espèce de concentration de la donnée ?
Oui, alors j'avoue, je ne connais pas les chiffres, ni même le cadre légal précis, mais je pense que c'est comme ça qu'il faudrait l'interroger. Mais à mon sens, Google n'est pas propriétaire des pages web qu'ils indexent. Donc chaque éditeur de pages web est propriétaire de tous les contenus. Oui, je ne parlais pas en termes de propriété, c'est juste que... d'accès. Voilà. Oui, eux absolument. Voilà. Et donc il me semble que c'est pas et c'est là où du coup c'est plus facilement réversible d'une certaine façon, c'est qu'en fait la question qui se pose c'est la question de l'accès à l'information plus que la question de la propriété de l'information et de la manière dont elle circule. Et je pense que et de toute façon c'est tout à fait lié à ces problématiques de désinformation, la question de comment circule l'information. Et effectivement, la désinformation n'a pas attendu le numérique pour exister, mais probablement qu'un facteur significativement amplifiant qui a apparu ces dernières années, c'est les algorithmes de recommandation basés sur le taux d'attention et donc favorisant des contenus hautement polémiques et donc favorisant des contenus faux. Et donc c'est vraiment cette question-là, il me semble, qui est fondamentale. Comment est-ce qu'on accède à l'information? C'est la question finalement que le web, c'est la question auquel le web tentait de répondre initialement, il me semble, à laquelle Google explicitement tentait de répondre, collecter toute l'information du monde et la rendre universellement accessible. C'était ça leur mot d'ordre initial, ça l'est peut-être encore. On peut le mettre en doute en tout cas. Donc il me semble que la question de l'accaparement en fait, c'est un monopole de l'attention et un monopole de l'accès à l'information, et qui du coup peut, il me semble, se contrecarrer, d'une part, encore une fois, par la voie légale, mais aussi par... il me semble par exemple que, je ne sais pas si on partage cette impression. Moi, j'ai l'impression que le moteur de recherche Google est devenu inutile presque ces dernières années. En tout cas, sa capacité à aller chercher l'information qu'on est en train de demander décroît considérablement. Notamment parce qu'ils sont en train de favoriser énormément la publicité et les contenus sponsorisés, et parce que, comme l'évoquait Anne, ils se font complètement déborder par des contenus de très mauvaise qualité et synthétiques. Donc voilà, en fait, c'est cette problématique. Et donc, moi, personnellement, la conséquence de ce constat que Google marche moins bien, c'est d'aller chercher d'autres manières de trouver mon information finalement. Et il me semble que c'est quelque chose qu'on peut tous cultiver et retrouver et c'est là où j'ai envie de parler de culture culture technique et de culture de l'information pour aller la chercher. Mais je me rends compte que du coup, je réponds pas, c'est pas vraiment une solution, quoi. Non, là, on était justement dans les problèmes encore. Non, mais tu fais des transitions parfaites. Donc, alors, ce qui est bien, c'est que je vais dire, je suis faussement arrivé totalement déprimé pour animer cet atelier, puisque je ne voyais que des problèmes, mais non, parce que je me suis penché sur ce que vous disiez avant. Et donc, je sais que vous avez des solutions. Mais c'est vrai que la première partie de l'atelier pourrait dire, les questions posées, on pourrait se dire, on est face à quelque chose qui nous submerge. Comment fait-on? Mais en fait, en posant les problèmes, vous commencez à donner les solutions et comment on peut y remédier. Et un, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et deux, vous nous soufflez qu'en fait, c'est aussi une question de culture sociétale et de volonté politique d'aller dans un sens ou dans l'autre et d'avoir le courage de le faire. Mais donc, dans quelle direction faudrait-il aller pour éviter les écueils et quelles bonnes questions éthiques il faudrait se poser avant de mettre en place tous ces outils? Je commence. Bon, alors oui, il y a plusieurs choses. Peut-être pour faire la transition, je vais repartir de cette question de l'accès à l'information qui est fondamentale. Et il y a évidemment une des réponses, une des réponses au problème de la désinformation va être de savoir comment améliorer notre accès à l'information. Alors, pour repartir de ce que disait Zako à l'instant et recadrer un peu en donnant quelques étapes technologiques, on a vécu depuis, on va dire, les années 90 jusqu'à aujourd'hui, un certain nombre de transformations
dans le milieu informationnel numérique. Et à chaque fois, ces transformations dans le milieu informationnel numérique, elles correspondent à des nouvelles manières d'accéder à l'information. Donc, par exemple, Zako parlait tout à l'heure des sites et des moteurs de recherche. C'est une manière d'accéder à l'information. Il y en a eu une autre ensuite que Zako a évoquée aussi, qui s'est développée notamment avec les réseaux sociaux commerciaux, je précise, qui étaient donc les algorithmes de recommandation. Où là, cette fois, vous n'allez plus utiliser un moteur de recherche, mais vous allez avoir des contenus qui vous sont recommandés automatiquement selon des critères qui, la plupart du temps, vous échappent un petit peu, qui échappent un peu à tout le monde, puisque précisément, avant les récentes régulations européennes, il n'était pas obligatoire pour les réseaux sociaux commerciaux de rendre leurs algorithmes de recommandation transparents. Désormais, c'est une obligation, me semble-t-il, du DSA, donc du règlement sur les services numériques. Mais en tout cas, là, on avait forcément une manipulation de l'accès à l'information, puisqu'il y a quelques entreprises privées qui possèdent ces réseaux sociaux et qui vont décider de la manière dont les informations vous seront recommandées. Et aujourd'hui, on a une nouvelle mutation qui arrive avec justement les générateurs automatiques de texte ou d'images qui se font passer pour des moteurs de recherche. Donc vous allez commencer à poser toutes sortes de questions à ChatGPT, qui évidemment n'est pas du tout un moteur de recherche, donc qui va vous créer des synthèses artificielles sur la base de calculs statistiques en renforçant des moyennes, des stéréotypes, etc. Et vous allez prendre ça pour de l'information objective parce que voilà, c'est immédiat, etc. Et qu'on n'a pas encore développé justement cette culture technique qui permet aux citoyens de prendre beaucoup de recul à l'égard de ces dispositifs-là. Alors, à chaque fois, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est un gros problème que ce soit des entreprises privées qui soient décisionnaires sur la manière dont on accède à l'information. Parce qu'évidemment, ces entreprises privées, elles ont un agenda, si je puis dire, commercial, qui est la plupart du temps fondé sur la publicité ciblée. Et donc, les modèles d'affaires publicitaires, en ce sens, sont très nuisibles parce qu'il s'agit toujours de valoriser, notamment sur les réseaux sociaux, les informations les plus choquantes, les plus sensationnelles, etc. Donc, la question de la vérité ou de la pertinence de l'information n'est pas du tout posée. En fait, l'information qui vous est suggérée, c'est celle qui sert le modèle d'affaires publicitaire du réseau social. Alors, pour contrer cela, moi, je travaille avec une association qui s'appelle Tournesol, qui est vous pouvez trouver sur Internet le site de cette association, qui développe quelque chose de très intéressant, qui est un algorithme de recommandation collaborative. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce n'est pas l'algorithme je ne sais pas... pardon, j'oublie leur nom, vous voyez, c'était les vacances, donc je me suis complètement déconnectée. Donc ce n'est pas l'algorithme de YouTube, de X ou de Facebook qui vous recommande ce que vous devez voir, mais ce sont des citoyens qui votent pour les contenus qu'ils jugent pertinents et intéressants. Et l'algorithme se base sur les évaluations des citoyens. Vous voyez, donc ce n'est plus une entreprise privée qui produit son algorithme pour diriger les informations auprès des citoyens et donc influencer leurs opinions. Ce sont les citoyens qui, en amont, évaluent les contenus et l'algorithme se base sur les évaluations des citoyens. Donc c'est un renversement total de la perspective. C'est extrêmement intéressant et c'est d'autant plus intéressant dans le contexte des IA génératives, puisqu'on va être face à des tas de contenus, à une surcharge informationnelle et cognitive considérable, et que, si vous voulez, la question, comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément est-ce que ça a été produit par un humain ou par une machine, parce que pour moi, un humain, c'est toujours augmenté d'une manière ou d'une autre par des technologies. Bon, et puis il y a des contenus humains qui sont extrêmement mauvais, je veux dire, donc c'est pas le sujet. En revanche, la question, c'est quels sont les contenus pertinents, quels sont les contenus d'utilité publique, quels sont les contenus pertinents pour un tel ou pour une telle, et surtout, qui me recommande quoi et pourquoi ? La visibilité sur l'instance qui recommande, vous voyez ? Et donc, à partir de ce moment-là, si on exige effectivement que les algorithmes soient pluriels, donc nous avons publié une tribune avec de nombreux acteurs du numérique, notamment sur la question du pluralisme algorithmique, donc d'exiger une pluralité d'algorithmes, une pluralité de recommandations et la transparence sur la source de ces recommandations. C'est seulement comme ça, à mon avis, que nous pourrons lutter contre les effets de la désinformation généralisée, parce que sinon, on va se retrouver, si vous voulez, excusez-moi pour l'expression, mais à courir après les désinformations qui, en fait, circulent à une vitesse incroyable et qui sont très difficiles à arrêter. Donc, lutter contre les modèles d'affaires publicitaires, si vous voulez, dans le champ informationnel, et développer un pluralisme algorithmique, ça me semble être deux solutions vraiment fondamentales. Ensuite, peut-être juste un petit mot sur la question de la régulation. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire, en fait. Par exemple, je disais tout à l'heure que
le règlement sur les services numériques, le règlement européen sur les services numériques exige la transparence des algorithmes de recommandation. Alors déjà, il va falloir essayer de le mettre en œuvre. Hein. Je ne sais pas très bien comment ça va se passer, mais c'est un véritable enjeu. Et on pourrait exiger la même chose pour les modèles d'IA génératifs, par exemple, exiger déjà la transparence. Voilà. On pourrait aussi se lancer dans le développement, plutôt que de faire la course, si vous voulez, sur des gros modèles de langage qui sont extrêmement énergivores et qui produisent pas forcément, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de bénéfices, hein, ni pour les citoyens, ni pour la culture collective. On pourrait se focaliser sur des modèles plus petits, plus spécifiques, avec des tâches beaucoup plus spécialisées. Et enfin, il y a aussi des technologies alternatives, si je puis dire, qui sont extrêmement intéressantes, qui permettent justement, comme l'encyclopédie collaborative Wikipédia ou la plateforme Police, qui permet de faire des délibérations collectives en ligne et qui a un fonctionnement très spécifique, très intéressant. Il y a toutes sortes de technologies qui sont des plateformes de délibération collective, de contribution collective et qui n'automatisent pas les comportements, si vous voulez, qui ne font pas les choses à notre place, mais qui permettent de nous mettre en relation. Et donc ces technologies contributives, à mon avis, il est essentiel aussi d'investir dans ces modèles-là, parce que non seulement ils sont beaucoup moins coûteux énergétiquement, ils sont beaucoup plus respectueux des droits des citoyens, ils sont beaucoup plus porteurs collectivement. Et enfin, dernier point, et je m'arrête, mais la question de l'éducation, qui est une question fondamentale. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a un risque, si vous voulez, qui est de croire que pour être moderne, il va falloir transmettre uniquement des compétences techniques aux plus jeunes générations et leur apprendre à prompter, etc. Bon, alors, il peut être très utile de savoir prompter, c'est pas le sujet, mais par contre, si vous voulez, la mission de l'éducation, ce n'est pas de vous rendre capable d'utiliser un service numérique commercial. Hein, c'est pas ça la mission fondamentale de l'éducation. Une des missions très importantes de l'éducation aujourd'hui, au XXIe siècle, et à l'époque d'accélération technologique et industrielle que nous vivons, c'est de rendre les citoyens capables de comprendre les systèmes qui les entourent. Hein. Donc, non pas l'utilisation, mais la compréhension, ou alors l'utilisation, pourquoi pas, mais aussi la compréhension, et surtout, pas seulement les compétences techniques, mais aussi la culture technique. Hein. Et donc, le fait de comprendre comment les systèmes fonctionnent, de comprendre qu'ils pourraient fonctionner autrement, de comprendre les enjeux politiques, géopolitiques, économiques et stratégiques qui sont là derrière, et aussi montrer, si vous voulez, aux plus jeunes générations, à toutes les, depuis la primaire jusqu'à l'enseignement supérieur, qu'il y a des technologies alternatives qui existent. Par exemple, on fait beaucoup de prévention contre les effets très nocifs des réseaux sociaux commerciaux, mais on dit moins souvent qu'il y a des réseaux sociaux non commerciaux qui ne se fondent pas sur les modèles d'affaires publicitaires qui n'ont pas du tout ces effets nocifs. Par exemple, un réseau social comme Mastodon ou un réseau social comme Blue Sky ne fonctionne pas sur la recommandation algorithmique et la publicité ciblée, et donc permet d'avoir des comportements en ligne tout à fait différents et souvent beaucoup plus intéressants. Donc il est important aussi de montrer aux plus jeunes que des alternatives existent et de les développer et de les soutenir politiquement et financièrement aussi, ces alternatives. Et oui, du coup, je ne saurais pas quoi rajouter sur ce grand panel de possibilités, d'alternatives, si ce n'est que donc je suis parfaitement d'accord avec ce que Anne a évoqué, qui me semble correspondre en grande partie, en tout cas, aux usages grand public des technologies numériques et de l'intelligence artificielle en particulier. Et il me semble que ce mot d'ordre de pas d'intermédiation opaque et de compréhension des objets est tout à fait essentiel. Le pendant de cet usage grand public, c'est peut-être l'usage industriel de ces technologies, qui en plus est probablement beaucoup plus vaste et intéressant à la fois du point de vue scientifique pour les chercheurs et les scientifiques qui travaillent dessus, et du point de vue de ce qu'on peut en tirer comme bénéfice. Et il me semble que c'est dans l'industrie, c'est dans l'industrie automobile, agricole. Enfin, il y a plein de cas d'usage tout à fait intéressants. Il me semble que fondamentalement, ce qu'il faut être capable d'avoir comme discussion, c'est être capable de définir ce pourquoi on veut utiliser des technologies d'intelligence artificielle collectivement, et ensuite en informer d'une certaine façon la chaîne de production. Et c'est là où il me semble que peut-être qu'on n'a pas abordé, et
quand on pense aux solutions, je crois qu'il faut l'avoir en tête, c'est comprendre comment la chaîne de valeur de la conception, la recherche fondamentale à l'arrivée d'un produit sur le marché, de l'intelligence artificielle, de ces technologies numériques, qui est intéressante notamment parce qu'elle est, en tout cas aujourd'hui, on en a parlé avec la question de la non-conformité, elle est extrêmement rapide. Il y a une vitesse de passage entre la recherche fondamentale et un produit sur le marché qui est même beaucoup trop rapide parce que les choses ne sont pas testées et on ne s'assure pas de leur toxicité au préalable ou non. Mais ça signifie aussi que, en fait, ce que les big tech ont créé, qui est quand même assez intéressant, c'est une chaîne de production tout à fait intégrée, quoi. Ils ont de la recherche fondamentale aux infrastructures jusqu'aux produits, tout intégré et créer un système qui est, de cette manière, on peut le voir dans sa globalité presque. Et donc c'est là où il me semble que si nous on le prend du point de vue de comment est-ce qu'on peut utiliser ces objets techniques pour le bien commun, d'une certaine façon, on peut le prendre dans l'autre sens, on peut chercher à définir ce qu'on cherche à faire et ensuite en informer toute la chaîne. Et il me semble qu'on parlait d'investissement. On a la chance en Europe, en France, d'avoir encore des laboratoires de recherche publique extrêmement à la pointe de ce qui se fait dans le domaine et qui sont, à ma connaissance en tout cas, les seuls à investir des domaines de recherche comme l'IA frugale, comme les Physics Informed Neural Networks, qui sont d'autres manières de faire de l'intelligence artificielle, vraiment littéralement des alternatives à la voie américaine et qui sont portées par des laboratoires publics. Donc, si on parle d'orientation des financements, il me semble que c'est un premier point assez essentiel. Et c'est les doter en financement pour tout simplement payer des chercheurs, mais aussi en infrastructure pour porter leurs travaux. Et ensuite, l'autre domaine dans lequel il faut absolument investir et qui me semble compléter tout à fait, ça c'est le pendant de ce que Anne disait sur la compréhension de ces objets, c'est la recherche fondamentale en mathématiques sur comment fonctionnent ces objets avec lesquels, en fait, on a tous dans nos poches déjà des produits qui fonctionnent sur des systèmes dont on ne comprend absolument pas pourquoi ils fonctionnent comme ils fonctionnent. Et il me semble que c'est essentiel d'investir dans la recherche mathématique fondamentale pour comprendre comment un réseau de neurones parvient à être capable d'effectuer des tâches de traduction alors qu'on ne l'a jamais présenté des tâches de traduction. Et comment ces réseaux de neurones, passés une certaine taille critique, par exemple c'est ce qu'on observe, sont capables de réaliser des tâches qu'en dessous de ce seuil critique, ils étaient incapables de réaliser. On ne l'explique pas mathématiquement et il me semble que encore un deuxième volet de financement prioritaire, c'est la recherche en mathématiques sur ces questions-là. Et enfin, tout ça recoupe, et on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais cette question de la culture technique, il me semble que tout ce qu'on dit là ne serait valable que dans un monde où on est tous suffisamment inquiets et en même temps intéressés, passionnés par cette question de la technique et de la technologie numérique pour aller utiliser des algorithmes de recommandation comme Tournesol, pour aller se préoccuper de qu'est-ce qui tourne dans notre ordinateur quand on est en train d'utiliser tel ou tel système. Je crois que c'est en très écrasante majorité pas le cas. Et donc c'est encore une fois cette question de l'éducation, cette question des communs numériques et de comment est-ce qu'on s'investit ou non dans ce système. J'ai pas la réponse. Moi, personnellement, je suis passionné par ces questions-là. Donc, je trouve un intérêt au système open source, je trouve un intérêt aux algorithmes ouverts et je suis sur Mastodon. Mais je crois que ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vraiment des solutions en termes de je pense que d'ailleurs c'est la conclusion du rapport que nous avons écrit avec notre groupe de recherche X Alternative, qui était de proposer une série de pistes qui ne sont pas vraiment des solutions concrètes parce que c'est assez difficile, ça implique tellement de questions politiques, sociales, culturelles et ensuite bien sûr techniques et scientifiques qu'on ne peut pas poser des solutions comme ça, mais c'est plutôt des axes de réflexion qui portent effectivement sur la définition d'un besoin,
l'alignement, j'aime pas trop ce terme, mais bon, en tout cas la mise en cohérence de tout le domaine de la recherche fondamentale au marché sur ces besoins définis préalablement et le fléchage des financements et, point essentiel, l'acculturation et l'éducation à ces objets techniques. Voilà. J'aime beaucoup vos pistes de réflexion parce qu'en fait, vous avez tous les deux fini sur l'aspect éducation, qui n'était pas le thème de l'atelier, mais voilà, c'est-à-dire comment aussi nous on est armés pour utiliser correctement les outils, les dispositifs technologiques mis à notre disposition. Et en fait, que ce soit l'intelligence artificielle aujourd'hui ou les différents progrès scientifiques qu'il y a eu au cours de l'humanité, on est un peu, j'ai l'impression qu'on est sempiternellement face au même problème et dont la solution passe d'un point de vue philosophique par l'éducation et non pas juste par l'apprentissage de l'utilisation d'un outil. D'un point de vue un peu concret, mais de toute façon c'est aussi ça qu'on attendait, c'était plus des pistes de réflexion. Effectivement, nous, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais que ce soit point de vue national ou européen, non, pour une fois en France, on n'est pas les pires, je pense. Dans le domaine, tu l'as dit, on a encore des labos de recherche qui sont performants mais sous-dotés. Et on est peut-être un des pays qui se penche le plus sur la réflexion de comment on régule tout ça et comment on le réglemente. Mais effectivement, un des problèmes face auxquels on est, peut-être encore plus que dans les domaines économiques, c'est que réguler tout seul dans son coin au niveau national, alors que l'objet lui-même a dépassé les frontières depuis très longtemps. Vous voyez tous les limites face auxquelles on est. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous oppose, nous, à chaque fois, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, quand on dit oui, mais attention, il faudrait interdire telle ou telle chose ou commencer à se pencher sur la question de la transparence, de la rémunération des producteurs de contenu, etc. On nous oppose toujours, mais ça ne sert à rien puisque de toute façon, vous allez être dépassé, débordé. Et donc, regardons directement comment on peut juste rattraper notre retard financier et commercial sur les États-Unis. C'est là où moi je pense, alors je vais prêcher 1 minute pour ma paroisse, effectivement le niveau européen, même s'il est l'idéal, ce serait une régulation au niveau mondial. Mais aujourd'hui, on n'a pas l'outil pour faire ça. Et c'est là où le niveau européen retrouve un peu de sa légitimité, c'est qu'il a le poids suffisant, en tout cas plus que chaque nation prise séparément, pour pouvoir commencer à mettre dans la balance et dans la discussion mondiale ces problématiques de transparence, de régulation, de comment on a une masse financière suffisante en Europe aussi pour rediriger un peu mieux, vous l'avez dit, les investissements qui sont faits, pour se réapproprier aussi les infrastructures, puisque on a l'impression que tout ça est un espèce de nuage qui flotte au-dessus de nos têtes et qui n'a pas de consistance physique. Mais en réalité, vous l'avez dit, il y a de la consistance physique qui d'ailleurs provoque des enjeux environnementaux, qui est aussi un autre aspect à prendre en compte. Tout cela ne fonctionnerait pas sans d'abord nos appareils à nous, et puis tous les serveurs qui fonctionnent et qui produisent énormément qui consomment énormément d'énergie et produisent énormément de chaleur. Et donc on a d'abord cet aspect physique sur lequel on peut agir et donc on peut diriger les financements, on peut réguler l'installation des serveurs, etc. On a l'aspect transparence qui est très important à réguler, de l'utilisation de nos données et de comment fonctionnent les algorithmes. Le sujet qui pourrait paraître annexe de la rémunération des producteurs, mais en fait, tout ceci aujourd'hui est guidé par l'économie, c'est-à-dire que ce qui fait fonctionner ces boîtes, c'est la masse des investissements qu'elles ont, et ce qui fait qu'elles choisissent tel ou tel algorithme, c'est comment elles vont pouvoir tirer un maximum de profit de comment elles vous ont fait. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les guides touristiques, puisqu'on est en vacances, je vais faire un petit crochet. Non, mais le guide, ça fonctionne un peu pareil, sauf que c'est pas un algorithme. Le guide touristique vous dit allez dans tel café, et vous vous retrouvez, vous passez dans une rue pendant vos vacances et vous voyez les gens faire la queue devant un café et l'autre café où il n'y a pas besoin de faire la queue pour être servi, et vous vous demandez parfois pourquoi ils font tous la queue alors que celui d'à côté est sans doute aussi bon.
et où vous pouvez avoir votre café ou votre sandwich beaucoup plus rapidement. Et c'est parce qu'on a lu, parce qu'on a dirigé notre choix vers cette sélection qui a été faite, alors dans le cadre des guides touristiques, pour l'instant encore, je crois, par des êtres humains, mais le problème est le même, en fait, c'est on dirige un choix qu'on va faire. Et donc, l'enjeu commercial et la rémunération des producteurs est important. Et puis donc, il faut absolument qu'on se mette à réguler les aspects environnementaux, puisque tout ceci consomme, alors j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 6% de la consommation énergétique mondiale, alors que chacun de nous, quand on utilise son téléphone, on ne se dit pas qu'on est un bout de ce 6%. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces ouvertures de pistes, et je suis certain que ces axes de réflexion vous ont inspiré énormément de questions. On a une demi-heure pour que vous puissiez vous aussi interroger nos intervenants. Je vous demanderai de faire des questions courtes, et comme ça vous laisse le temps de répondre. On peut peut-être faire par paquet. Tu peux en prendre 3 pour commencer. Merci beaucoup. Voilà, moi j'aimerais apporter aussi un peu de questionnement sur la propriété intellectuelle. Tous les artistes, tous les écrivains s'inspirent de ce qu'ils ont pu connaître avant dans leur éducation et tout, sans rémunérer leurs prédécesseurs. Donc la notion de propriété intellectuelle, elle m'a toujours questionné quand effectivement les IA utilisent des choses existantes. Bien sûr qu'on peut trouver des moyens, je dirais, légistiques de rémunérer, il n'y a pas de problème, en reprenant les sources et en faisant des pourcentages, on y réfléchit pas mal. Après, j'aimerais vraiment ouvrir sur les nouvelles méthodes d'apprentissage de l'IA qui, au lieu d'être bombardées de 1000 images de chats pour trouver un chat, aujourd'hui on les laisse naviguer toutes seules et elles font leur propre apprentissage, un peu comme les gamins. Donc ça va éviter les biais des entraîneurs, des éducateurs, des IA, comme on dit, mais ça va créer d'énormes, je dirais, biais par rapport à toutes ces IA que chacun d'entre nous pourra éduquer. Donc ça, c'est les dernières pistes de recherche sur l'apprentissage des IA. Et j'aimerais savoir si cela vous inspire, ou est-ce que vous pouvez vous projeter sur les conséquences, c'est-à-dire moins de biais des concepteurs comme Musk, enfin comme l'idéologie de Musk ou d'autres, mais beaucoup plus de biais parce qu'on est tous différents et on va tous éduquer nos IA différemment. Voilà, j'ai essayé de faire court. Oui, bonjour. 2 questions. La première, c'est quelles sont les limites techniques actuelles de l'IA vis-à-vis de son évolution et comment les surmonter? Est-ce que l'IA arrivera à sa limite incessamment sous peu, on va dire. Voilà. Et également, comment apporter un mode d'emploi aux jeunes qui utilisent les outils IA sans limite, hein. On voit bien, nous, dans les centres de formation qu'on dirige. Et puis, la dernière question, c'est effectivement, vous parliez d'innovation numérique à tout bout de champ. On voit bien que l'État met aussi des financements dans certaines formations. Dès qu'on a 2 mots magiques, innovation numérique, c'est 1 million d'euros de plus pour les formations. Voilà. Alors, on l'a vu, hein, nous, on a formé dans notre centre de ressources des métiers de la Smart City en région parisienne. On n'est pas loin de Paris 8. On a travaillé avec CY Université et puis avec l'Université Paris 13. On a vu, on a fait des montages, on a formé des data scientists, des data analystes. On nous demande encore de former sur les outils d'IA des prompt engineers. Eh bien oui, mais c'est magique, hein, innovation numérique, je peux vous le dire. Hein. Il y a de l'argent. Voilà. Merci pour vos contributions passionnantes. Première question, tu as parlé, Sako, de algorithme puis deep learning, je crois. Je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, je n'ai jamais réussi à comprendre ce que c'était que l'intelligence artificielle génératrice. Troisième question sur l'éducation. Alors, c'est Anne qui a parlé des dégâts sur le langage.
dans le cerveau qui fait appel à de multiples zones. Et quand on ne le fait pas, quand c'est l'intelligence artificielle qui le fait à notre place, évidemment, ces zones ne se développent pas. Je dirais que sur un plan mathématique, quand on utilise Google Maps et plus une seule carte de géographie, c'est d'autres zones du cerveau qui sont atteintes parce que la spatialisation dans l'espace n'est plus développée. Ça a des conséquences dramatiques. Et par exemple en sport et sur les activités physiques. Bon, et dernière question. Et d'autre part, sur l'éducation, je préfère le mot éducation à enseignement, pardon, à éducation. Dans l'enseignement, on va avoir de plus en plus de difficultés. Parce que justement, ouvrir une carte de géographie ou faire un dessin de géométrie dans l'espace, alors que Google le fait à votre place, bah, les mômes, ils rigolent. Donc ça va poser aussi des problèmes très difficiles à régler et dans l'enseignement. Et dernière question, je suis d'accord avec ta conclusion, on ne peut pas séparer ces questions du système capitaliste voilà, qui utilise l'intelligence artificielle pour faire de plus en plus de profits. On est donc confronté pas seulement à la question de l'intelligence artificielle, mais au mode de vie. Je donnerai un petit exemple. Le développement de l'e-commerce aboutit à l'absurdité suivante, c'est que dans Paris, je suis parisienne, vous n'avez plus un seul magasin de chaussures. Donc, si vous voulez acheter des chaussures, ou quasiment, donc vous voulez acheter des chaussures, c'est que par Internet. Alors, je ne sais pas s'il en existe encore en province, mais enfin, ça devient problématique. Ça, c'était juste pour rigoler. On va prendre ces trois-là, puis on va refaire une série de questions après. Mais très vite sur ce que tu disais, vous pouvez refaire un petit très court sur, effectivement, on l'a fait en début, mais sur ce qu'est le deep learning pour revenir sur la notion vraiment de comment ça marche, que tout le monde n'est peut-être pas au même niveau d'info que vous. Juste sur cette histoire de livraison, mais c'est là où en fait le politique il a des moyens d'agir. Et là, pareil, moi je vais sans cesse vous dire que les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, techniquement ils sont nouveaux, mais c'est toujours la même chose. C'est une question d'avancée de l'être humain et de comment je le régule. C'est pour ça que je disais, moi je suis très attaché à cette notion de disruption. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas voir que tu avais bossé avec Stigler. Mais normalement, on a le temps de réfléchir comment on va utiliser nos nouveaux outils. Et je fais exprès d'être très trivial parce que ça ne reste que des outils, en fait. Aujourd'hui, le progrès de l'outil va plus vite, ou semble aller plus vite que le progrès de notre réflexion. Ou en tout cas, on ne se donne pas les moyens de réfléchir assez vite. Et tout l'enjeu, il est là, il est dans comment on redonne sa place aux politiques. Et quand je dis politique là-dedans, c'est pas au sens de ceux qui font de la politique, mais de la réflexion collective. Et comment on fait pour que ces automatismes laissent la place à notre intelligence et ne deviennent pas des carcans. Et c'est pour ça que je vais te faire un exemple très trivial. L'exemple que tu prends, mais il est vrai pour les taxis, il est vrai pour plein d'autres choses. C'est la même chose que quand il y a eu les zones commerciales en périphérie de nos zones urbaines. Et du coup, on s'est retrouvé avec le même problème de j'avais plus de magasins en centre-ville, il fallait que je prenne ma voiture, et on a toujours ce problème d'ailleurs, et ça crée des déplacements, etc. Et des problèmes environnementaux et financiers, et même de cadre de vie qui allaient avec. Mais tout ça, ça reste des choix politiques. Si vous n'autorisez pas la zone commerciale, si vous ne donnez pas le permis de construire, si vous faites vos règles d'urbanisme en disant je veux un équilibre dans chaque zone avec un peu d'habitation, un peu de zone artisanale et un peu de zone commerciale, vous évitez cette concentration de zones spécialisées qui créent des besoins de déplacement. Et là, pour les livraisons, vous pouvez très bien les rendre un peu plus difficiles. Vous pouvez prendre leur coût écologique en compte et vous réinstaller le commerce. Je sors un peu de l'exemple artificiel, mais c'est pour redire à nouveau, la régulation, la norme, elle est là pour choisir dans quel type de société et comment on veut vivre et comment on veut utiliser les outils qu'on crée. L'outil en lui-même n'est pas mauvais. Moi, je trouve ça très bien qu'on ait des choses, y compris par exemple à l'école,
qui donne des possibilités d'enseignement et d'éducation nouvelles qui sont extraordinaires. Il faut juste savoir les utiliser correctement et les diriger dans le bon sens. Et donc, le problème, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est comme si aujourd'hui on mettait une voiture en circulation sans avoir fait aucun crash test et qu'on attendait qu'il y ait 2500 morts pour commencer à se dire attention, elle a peut-être un défaut, je vais peut-être la retirer de la circulation. C'est exactement la même chose. Et donc, tout le problème, il est comment on se saisit de ça, comment peut-être on temporise un peu les mises sur le marché, peut-être nous aussi on réfléchit un peu plus vite ou on se donne les moyens de vouloir réfléchir plus vite. Et comment on borne un peu tous ces outils. Je vous laisse répondre donc, les conséquences des biais non, peut-être d'abord redis ce qu'est le deep learning. Les biais créés par le deep learning à domicile, en gros, si je peux schématiser. Est-ce qu'il existe, et puis est-ce qu'il existe ou pas des limites techniques? Je pense que j'ai fait le tour des questions. Oui, pardon, mais effectivement, j'ai employé des termes un peu techniques, un peu rapidement, désolé. Et ça me permettra du coup de répondre aussi à votre question sur l'éducation des IA. Donc le deep learning, c'est un champ du machine learning, l'apprentissage machine, qui consiste à... Donc c'est un paradigme technique qui a aujourd'hui largement gagné et qui domine toute l'intelligence artificielle, qui consiste à dire, pour répondre à une tâche très complexe, plutôt que d'essayer de découper cette tâche en une série de choix possibles et ensuite de faire un arbre de décision qui permettrait de résoudre cette tâche, ou plutôt que d'écrire l'équation du jeu d'échecs et ensuite apprendre à une machine à automatiquement jouer aux échecs et ça fonctionnera. On ne va pas essayer de théoriser le fonctionnement d'une tâche, par exemple reconnaître des images de chats. On ne va pas essayer de théoriser à quoi ressemble un chat. On va simplement donner à une machine suffisamment d'images de chats en lui disant que c'est des chats et suffisamment d'images d'autres choses en lui disant que ce n'est pas des chats pour que la machine apprenne d'elle-même ce qu'est un chat. En tout cas, une image d'un chat. Ça, c'est le machine learning. Et au sein du machine learning, le paradigme qui domine aujourd'hui et qui a gagné, c'est ce qu'on appelle le deep learning, qui consiste à donc faire cette tâche en utilisant ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Encore une fois, c'est très mal nommé, enfin très bien, très intelligent de la part des gens qui l'ont développé, mais c'est une mauvaise conception parce qu'on s'imagine que ça fonctionne comme un neurone. En réalité, c'est des formules mathématiques qui consistent à entraîner en fait, c'est difficile de le faire sans l'analogie des neurones, justement. Mais donc, c'est entraîner une série de poids statistiques sur une grosse quantité de données et les entraîner à remplir un objectif. Donc, si on reprend cette question de l'image des chats, l'objectif va être reconnaître les images de chats. On commence avec des poids aléatoires, on lui donne une première image de chat, il va répondre aléatoirement oui ou non, et puis s'il s'est trompé, on dit que c'est faux, et dans ce cas-là, on corrige les poids et on continue et on répète l'opération suffisamment de fois pour finir par avoir une machine qui reconnaît quasiment tout le temps des images de chat. Et c'est là où c'est essentiel à tout appareil de deep learning, c'est de définir un objectif, de définir une fonction objectif qui lui permet de faire son apprentissage. Et en fait, c'est là où je suis content parce que vous m'avez fait tomber sur une de nos marottes à X Alternative, en tout cas dans notre rapport, qui est cette question des fonctions objectifs. Parce qu'effectivement, on peut faire des systèmes qui vont apprendre d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on ne va plus leur donner des images de chats et leur dire ça c'est des chats ou pas, on va juste leur donner plein d'images. Mais en fait, à la fin, il faut quand même qu'elle fasse un entraînement. Donc il faut quand même qu'elle fasse une régression on commence avec des poids complètement aléatoires, donc on commence avec un système complètement aléatoire, puis peu à peu on l'entraîne, itération par itération, pour arriver au système tel qu'on le veut. Mais pour ça, il faut déjà avoir une idée du système tel qu'on le veut. Il faut déjà avoir une idée de l'objectif, en fait. Et c'est là où, du coup, le choix technique des ingénieurs, il est fondamental et, à mon sens, il est politique. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, on estime, OpenAI est très content quand ils sortent un modèle qui arrive à battre tous les étudiants américains à leur QCM de fin de lycée. Et leur modèle d'évaluation, et donc de performance, et donc leur objectif, c'est d'être capable de faire mieux qu'un lycéen à un QCM de mathématiques. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut demander à une machine ?
Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, c'est ce que ces Américains-là demandent à leur machine. Et donc, à la fin, c'est ce qui décide des choix de conception technique et qui oriente des choix technologiques qui ensuite nous impactent tous. Et notamment le fait que OpenAI a réussi son pari. Le pari qu'ils ont fait, c'est de dire, en fait, on va faire des modèles de plus en plus gros, et donc on va utiliser des puissances de calcul inimaginables pour entraîner des modèles gigantesques. Aujourd'hui, je pense que l'entraînement d'un modèle d'OpenAI, ça coûte des centaines de millions de dollars, juste un tour d'entraînement, quoi. Ça, c'est un choix technologique qui correspond à un choix d'objectif, qui correspond à un choix idéologique, qui est, on veut faire des machines qui remplacent intellectuellement les jeunes Américains. Il me semble que c'est ça, en fait. Et donc, c'est là où cette question de l'éducation des IA, elle est juste, mais je pense qu'il faut il faut pas penser qu'on a réussi maintenant à faire une machine qui nous dédouane des choix techniques faits par les ingénieurs. C'est pas le cas. Je crois pas. Et peut-être que ça me permet d'arriver juste aux limites de l'IA. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, les limites de l'IA, tant qu'on ne m'a pas dit qu'est-ce qu'on va en faire. Et là, je pourrais vous répondre, oui, c'est faisable, ou oui, ou non, c'est pas faisable, en tout cas avec le paradigme actuel. Ce que je sais, c'est que les seules personnes, à ma connaissance au monde, qui ont l'impression de savoir ce qu'ils veulent demander à l'IA, c'est des gens qui imaginent qu'au bout d'un moment, on va arriver à un niveau de développement de ces systèmes qui va faire émerger une conscience suprême, plus intelligente que toute l'humanité, et qui va tous nous dépasser ou tous nous tuer, ou tous nous sauver, je ne sais pas. Bref, ça c'est complètement, moi, à mon sens, c'est risible. Et c'est le seul endroit où je pourrais dire, oui, là actuellement, je ne crois pas qu'on va, avec le système actuel, arriver à une supraconscience divine, mais il faut dire que je ne crois pas non plus à la possibilité d'avènement d'une supraconscience divine dans un ordinateur. Mais voilà. Oui, alors merci beaucoup Zako d'avoir fait ces précisions. Je me permets juste de rebondir une seconde sur cette question donc du deep learning et de l'apprentissage automatique, ce qu'on appelle l'apprentissage ou le learning, mais ça n'a rien à voir avec l'apprentissage ou le learning au sens courant du terme. Mais bon, et ça n'a rien à voir précisément parce que comment ça s'appelle ça ? Entraîner un dispositif technique pour arriver à un objectif, grâce à une fonction objectif. Ça s'appelle de l'optimisation. Ça veut dire qu'en fait, on va optimiser un système. Ce n'est pas de l'apprentissage, il y a un autre mot qui existe, c'est l'optimisation. Donc c'est vrai que quand on utilise les bons termes, ensuite c'est plus facile de comprendre ce qui se joue dans ces machines-là. Donc voilà, donc j'insiste là-dessus parce que c'est des questions politiques. Comme tu l'as très bien dit, il n'y a pas de machines qui s'entraînent toutes seules et qui définissent elles-mêmes leurs fonctions objectives. C'est en fait, quand bien même vous arriveriez à faire en sorte qu'une machine, je ne sais pas si c'est possible, mais définisse sa fonction objective, vous auriez dû avant définir comme fonction objective le fait qu'elle définisse sa fonction objective. Vous comprenez ? C'est une régression à l'infini. Donc il y a toujours quelque part quelques-uns qui entraînent, qui décident et qui portent donc une responsabilité. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Après, la question, c'est qui entraîne, qui décide ? Et donc, la question, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il est possible désormais, moi je ne sais pas, j'ai peut-être pas suivi les dernières innovations en cours parce que j'étais en vacances, donc je me suis un peu coupée. Est-ce que parfois c'est nécessaire aussi la déconnexion, c'est très important, c'est vraiment très très important, donc j'insiste. Mais le fait est que si ce sont des citoyens qui entraînent eux-mêmes leur propre dispositif, qu'il y ait des biais, c'est tout à fait normal. Moi, le problème, pour moi, j'utilise ce terme de biais parce que tout le monde l'utilise et que ça permet de montrer un certain nombre de points de manière assez rapide. Mais la question pour moi, c'est pas celle des biais, parce que des biais, il y en a toujours. Dans un journal, il y a des biais. Dans ce que je vous dis là, il y a des biais. Il y a toujours des biais. Simplement, la question, c'est de savoir qui vous parle et d'où on vous parle. Et la possibilité pour vous d'avoir accès à ça, si vous voulez, à la source du discours, en fait. Parce que sinon, vous ne pouvez pas vous rapporter de manière critique à ce discours. Donc là, c'est la raison pour laquelle, avant de vous parler, je vous ai dit un petit peu qui j'étais, etc. Si j'avais des intérêts chez Facebook, par exemple, il aurait été, on va dire, éthique de ma part de le mentionner. Voilà, j'ai pas d'intérêt dans une grande entreprise du numérique, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, donc, si vous voulez, ça c'est important. Le problème, c'est que avec les algorithmes de recommandation ou avec les algorithmes de génération, avec les IA de recommandation, avec les IA de génération,
on vous masque toujours l'origine en fait. Et donc vous ne pouvez pas, vous êtes face à de la recommandation de contenu ou de la génération de contenu, donc vous ne savez pas d'où elle vient, vous n'avez pas les sources, etc. Donc ça c'est un gros problème pour moi, c'est ça le problème. Et si les citoyens peuvent eux-mêmes agir à ce niveau-là pour décider de comment entraîner les modèles et comment produire du contenu, mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle, à condition, encore une fois, que ce soit transparent et que ce soit interopérable. J'ajoute, à la question de la transparence doit s'ajouter la question de l'interopérabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir changer librement de système, hein, Zako l'a un peu mentionné au début, pour éviter les enfermements, si vous voulez, dans une entreprise. Hein. Par exemple, aujourd'hui, si vous avez un abonnement téléphonique Orange, bon, j'ai pas d'intérêt chez Orange non plus, mais vous pouvez appeler quelqu'un qui a un abonnement SFR, par exemple. Hein. Vous pouvez faire ça. En revanche, si vous êtes sur Facebook, vous ne pouvez pas contacter quelqu'un qui est, si vous êtes par exemple sur WhatsApp, vous ne pouvez pas contacter quelqu'un qui est sur Signal. Vous voyez, parce que ce n'est pas interopérable. Donc forcément, vous ne pouvez pas changer de système, vous êtes très vite enfermé. Donc il y a des questions aussi là juridiques sur l'interopérabilité, bien qu'il faille manier ça de manière plus précautionneuse que je ne le fais là, parce qu'il y a des petites, disons, il y a des petites choses précises à avoir en tête. Il y a des risques aussi dans l'interopérabilité, bref, avec les IA génératives. Donc, juste pour revenir sur... voilà, bon, pour revenir sur les questions un peu rapidement, bon, les limites techniques de l'IA, je ne reviens pas dessus, Zako a un peu répondu, et effectivement... en fait, l'IA, ça dépend ce qu'on entend par IA, de quelle technologie on parle à proprement parler. En revanche, la question des usages des jeunes, je crois que c'est une vraie question qu'il faut vraiment avoir en tête, parce qu'on s'est rendu compte, comme vous le disiez tout à l'heure, avec beaucoup de retard, des effets extrêmement nocifs et dangereux des réseaux sociaux. Il faudrait veiller à ne pas commettre les mêmes erreurs avec l'IA générative. Moi, je n'ai pas du tout évoqué un point, je le mentionne juste ici parce qu'il me semble qu'il est important, qui est le point des compagnons virtuels, des agents conversationnels, etc. Je ne vais pas développer. Je fais un peu de publicité pour mon livre qui va paraître en septembre. Si ça vous intéresse, j'ai beaucoup développé cette question dans le livre. Je pense que c'est un véritable enjeu et qu'il faut faire très attention aussi à ça à l'avenir. Et puis sur la question, pour finir, de l'innovation numérique justement, et le fait de mettre ce terme dans les projets de recherche qui vous permettent d'avoir du budget, etc. Vous avez raison de le mentionner, je pense que c'est un vrai problème. C'était déjà le problème en 1956, c'est la raison pour laquelle ils ont choisi le terme d'intelligence artificielle, parce que c'était plus vendeur. Et donc, je crois que là, il y a un véritable enjeu dans les investissements, justement. Comme disait Zako tout à l'heure, l'investissement dans la recherche fondamentale mathématique, c'est très important, mais moi, je plaide aussi vraiment pour des recherches transdisciplinaires et contributives sur ces questions. Transdisciplinaires, ça veut dire qu'il y a un gros enjeu à faire travailler ensemble des anthropologues, des sociologues et des informaticiens, des mathématiciens. Ce qui est très intéressant avec l'association Tournesol, c'est qu'on est justement, voilà, il y a évidemment des informaticiens, des polytechniciens, etc., qui sont dans cette association, qui font le véritable travail mathématique et informatique, que moi, je serais complètement incapable de faire. Mais en revanche, on a des échanges transdisciplinaires qui sont extrêmement intéressants, parce que toutes ces questions ne sont pas seulement technologiques, elles sont aussi politiques. Donc, ce n'est pas seulement aux mathématiciens et aux ingénieurs de décider, il faut aussi qui discutent non seulement avec les autres chercheurs, mais aussi avec les citoyens, d'où la notion de recherche contributive aussi, qui était vraiment, disons, le mot d'ordre de Bernard Stiegler, de faire travailler des ingénieurs, des entreprises, des acteurs économiques, des chercheurs, avec des citoyens aussi, pour développer des dispositifs qui répondent à des besoins vraiment locaux, disons, et qui répondent aux besoins des populations, en fait, et qui ne considèrent pas les populations seulement comme des marchés, comme des parts de marché, mais aussi comme voilà, des citoyens qui sont capables de décider, de réfléchir aux dispositifs technologiques qu'ils ont envie de développer. Bon, voilà. Écoutez, comme on est bien dans les temps, qu'on a commencé un peu en retard, on va prendre 2 dernières questions. Très rapides les questions. Et puis, il y avait la main de tout à l'heure à qui j'ai promis de la prendre ensuite. Merci beaucoup pour les éclairages et pour le pas de côté réflexif que permet toujours la France Insoumise aux amphis. Justement, comme vous parliez de besoins, moi je me pose vraiment la question en fait de l'utilité de, entre guillemets, intelligence artificielle avec tous les guillemets que vous avez mis. Est-ce que c'est vraiment notre priorité d'action ? Mais c'est très avancé déjà en fait en termes d'utilisation. Et quels sont du coup réellement les moyens d'action politique qu'on a? Est-ce qu'on est capable, par exemple, de demander un moratoire pour justement
au moins sur une grande partie. On voit par exemple que sur la santé, même pour des médecins, il y a une étude qui est sortie récemment, il y a une perte, en fait une érosion de connaissances parce qu'ils pratiquent moins avec l'usage de l'IA pour regarder des images par exemple, etc. Enfin voilà, quelle capacité réelle on a au niveau politique à contrer. Est-ce qu'on n'est que dans l'accompagnement ? Bonjour. Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, l'une des choses pour lequel qui paraît un peu en angle mort vis-à-vis de tout ça, c'est le lien justement direct entre l'usage de l'IA génératrice et le deep learning, directement aussi avec justement l'industrie militaire, la technologie militaire qui est utilisée. Par exemple, lorsqu'on voit actuellement pendant le génocide à Gaza, il y a Israël qui utilise 2 IA différentes. Il y en a une qui s'appelle Lavender qui génère les cibles pour envoyer des missiles ensuite sur des populations civiles. Et une seconde, en fait, qui se base justement vis-à-vis de la reconnaissance faciale des personnes qui étaient à des manifestations à certains moments pour ensuite générer des frappes ciblées. Et du coup, vis-à-vis de tout ça, c'est aussi que l'IA en soi n'est pas seulement une menace directe envers tout ce qui est le droit d'auteur, non seulement vis-à-vis de l'éducation, mais disons qu'il y a une sorte de concomitance directement dans le développement de ces modèles, en fait, pour des usages civils, avec des usages militaires, en fait. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez exactement vis-à-vis du lien, justement, entre ces groupes et organisations, et vis-à-vis, justement, des menaces que ça peut mener vis-à-vis des libertés individuelles ? Merci. Par là. Merci. Ouais, une question sur l'IA, c'est plutôt dans un monde capitaliste, finalement, pourquoi faire l'IA ? J'ai du mal à voir ça comme un outil vraiment comme un progrès, plus comme un outil de domination. Et il y a un angle mort aussi, j'ai l'impression, c'est au niveau de l'emploi. Parce que finalement, l'IA, j'ai l'impression, menace énormément nos emplois actuels. Je travaille dans l'ingénierie automobile, qui est en crise. Et pour autant, mon entreprise continue à investir massivement dans l'IA. On nous parle d'IA à foison, quoi. Il y a 10 ans, c'était les pays du Sud, développer l'ingénierie dans les pays du Sud. On comprend bien la logique qui est derrière, hein, de garantir la profitabilité des grandes entreprises dans un monde capitaliste qui est en crise. Et du coup, moi, j'ai un enfant de 3 ans et je me dis, plus tard, j'espère qu'il me dira, papa, je veux être boulanger ou je veux être charpentier, parce que je me dirais, c'est les métiers qui seront peut-être qui seront attaqués le plus tard, tout simplement. Et du coup, quelle réflexion vous avez autour des questions liées à l'emploi, tout simplement ? Je vais répondre très vite là, sur la question du moratoire et de l'emploi, parce que moi, je trouve qu'elles sont liées. Le moratoire, ça peut paraître une bonne idée. Moi, je pense que c'est inapplicable. Il y a une tentative de moratoire, je crois, qui est mise en place en ce moment, mais que personne ne veut vraiment, parce qu'en fait, si vous faites un moratoire chez vous, vous avez toujours un concurrent ou un autre pays où, tu parlais des utilisations militaires, justement, vous allez toujours avoir quelqu'un d'autre qui va profiter de ce moratoire pour prendre de l'avance ou vous rattraper. Donc, mais comme toutes les questions de progrès technologique, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le sujet, c'est pas de les éviter ou d'essayer de mettre un couvercle dessus. Je pense qu'on ne peut pas empêcher l'être humain de progresser. On ne peut pas l'empêcher d'avoir envie de progresser, de réfléchir, de faire des choses. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est de mener la réflexion et de poser les cadres pour que les outils qu'il crée soient mis à son service et pas à son détriment. L'IA peut être utilisée dans les domaines de la médecine pour soigner des maladies, pour trouver des cancers, etc. L'IA ou l'automatisation, la machine et l'IA aujourd'hui ont été et seront utilisés pour qu'on n'ait plus des emplois, ce qu'on appelle un peu les bullshit jobs, répétitifs, pas intellectuellement satisfaisants, etc. Et donc, comme tu l'as dit, le but, c'est de faire ces tâches que nous, on n'a pas forcément envie de faire pour que chacun puisse trouver sa place et faire un emploi, avoir un travail qui lui plaise, en y prenant plaisir, etc. Donc, il faut voir tout ça comme des possibilités de progrès,
Mais oui, ça demande de la réflexion, des cadres, de la volonté politique pour que ce soit utilisé à bon escient et pas uniquement pour enrichir 5 poches. Oui, parce que le pendant, je crois, de cette question sur l'emploi, c'était une question sur à quoi ça sert, et vous avez commencé à y répondre. Moi, il me semble que, personnellement, ça fait un moment quand même que je me spécialise en IA, et c'est un sujet qui m'intéresse. Pour ce qui est de prêcher ma paroisse, je ne sais pas, mais répondre à cette question, de mon point de vue, ce que je trouve intéressant dans cette technologie, c'est que c'est un ensemble de systèmes qui permettent de concevoir plein de manières, et souvent de manière très créative et très imaginative, de regarder des grands ensembles de données et des grands volumes d'informations. Moi, c'est ça qui me semble l'emploi en général le plus intéressant. Et c'est, par exemple, l'application à l'imagerie médicale, c'est le cas. C'est-à-dire on a énormément d'images médicales et on est capable d'en faire quelque chose qu'on ne pourrait pas faire autrement. Il me semble que quand on le confine à ça, c'est-à-dire à cette question à la fois de l'accès à l'information et de l'exploitation de l'information, on tombe moins, il me semble, dans des questions de remplacer des gens, remplacer des postes, etc., que quand on le formule, comme c'est le cas la plupart du temps dans les produits qui nous sont poussés, comme une forme de système anthropomorphique, où là, d'un coup, ça ressemble un peu à un être humain, en tout cas dans la manière que ça a d'apparaître sur nos écrans et d'écrire du texte émanant de la voix, et bientôt de l'image. Et donc, parce que ça ressemble à un être humain, d'un coup, on a envie de le mettre à la place d'un être humain dont, si on est un chef d'entreprise concerné par ses profits, on trouve que ça coûte un peu trop cher. Et donc, il me semble que ça a beaucoup trait et on retombe sur la même chose, à comment est-ce qu'on nomme les choses, comment est-ce qu'on les comprend, et dès lors, comment est-ce qu'on choisit de s'en servir. Et moi, je suis persuadé, pour le coup, parce que en fait, fondamentalement, c'est des technologies qui servent à traiter de l'information, on va en trouver plein d'usages très utiles dans l'imagerie médicale et d'autres choses. Et les entreprises qui vont tenter de remplacer des salariés par des systèmes d'IA, moi, j'ai un peu peur pour eux, quoi, de ce qui va se passer ensuite dans leur capacité à fonctionner, en fait, tout simplement. Voilà. Et il y avait l'autre question sur les applications militaires. C'est clair que, et on en a parlé, de toute façon, le point de départ et l'origine de tout ce champ technoscientifique est intimement lié au complexe militaro-industriel américain. Vraiment, c'est l'alliance du MIT et du Pentagone et d'industriels américains qui ont financé ces programmes de recherche initialement. Ça s'est jamais éloigné de ça. Et c'est effectivement exactement les mêmes technologies, en tout cas fondamentalement les mêmes technologies, qui servent à reconnaître des images de chats, pour reprendre cet exemple, ou dans les applications militaires que vous évoquiez à Gaza, et aujourd'hui dans tous les systèmes que l'ICE aux États-Unis utilise pour targeter et déporter massivement des gens sur le territoire américain. Je saurais pas. Très honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. Il me semble que les objets techniques peuvent toujours être utilisés à des fins néfastes ou non. Pardon ? Ouais, là, parce que là, du coup, il faut que je laisse Anne répondre en 2 minutes. Et là, on est reparti sur une discussion de 4 heures, mais qui, par ailleurs, n'est pas propre au sujet du débat d'aujourd'hui, puisque on peut avoir la même réflexion sur l'arme nucléaire, les armes chimiques et les armements conventionnels, mais c'est un problème. Mais c'est la réponse, elle est dans la norme et les rapports de force, et pas spécifiquement au domaine de l'intelligence artificielle.
Oui, je crois que c'est aussi, juste pour dire un mot là-dessus, en fait, nous ne sommes clairement pas spécialistes de ces sujets, tout simplement. Je pense que c'est la première chose à dire. Et donc, je me permets de vous donner 2 références de chercheurs qui, à mon avis, ont vraiment abordé ces questions. Sur la question des technologies numériques policières et de la surveillance, je vous recommande les travaux de Félix Tréguet, voilà, que vous connaissez peut-être déjà, mais qui sont vraiment pertinents sur ce sujet. Et sur la question des technologies militaires et de l'automatisation des armes et de la guerre, je vous recommande les travaux de Grégoire Chamaillou, La théorie du drone, qui lui-même mobilise beaucoup de références sur ces questions et qui vous aideront, je pense, à répondre. Et je suis désolée, mais moi, personnellement, effectivement, je considère que ce sont des sujets à part entière dans lesquels je ne me sens pas, disons, légitime. Voilà. Et alors sur l'emploi, moi j'ai un peu plus travaillé sur cette question parce que donc j'ai beaucoup travaillé avec Bernard Stiegler que vous avez mentionné précédemment, qui lui a développé, si vous voulez, qui a écrit un livre qui s'appelle La société automatique, l'avenir du travail. Là aussi, pardon, je me permets de donner une référence, mais qui est lui-même résumé dans un petit livre qui s'appelle L'emploi est mort, vive le travail, qui sont des livres qui parlent de l'avenir de l'emploi et du travail. Ce sont 2 choses distinctes dans la pensée de Bernard Stiegler et qu'il est important selon lui de distinguer. Donc de l'avenir de l'emploi et du travail à l'époque de l'automatisation généralisée. Et donc, si vous voulez, moi, c'est une thèse qui m'a beaucoup intéressée, qu'on a reprise un petit peu avec Gaël Giraud, qui est un économiste avec qui j'ai écrit ce livre qui s'appelle Le Capital que je ne suis pas, qui est donc l'idée que tout en ménageant le droit du travail associé au salariat, etc., à l'époque actuelle, il est aussi possible d'envisager aujourd'hui un nouveau modèle économique qui ne se fonde plus nécessairement sur l'emploi, mais qui se fonde sur ce que Bernard Stiegler appelle l'économie contributive et les activités contributives, dans la mesure où, selon lui, et selon André Gortz avant lui, qui a beaucoup travaillé sur ces questions aussi, le modèle économique qui se fonde sur l'emploi et le salariat est profondément remis en question par l'automatisation généralisée de toutes sortes d'activités. Maintenant, on peut très bien ne pas être d'accord avec ces thèses, etc. Encore une fois, tout ça, c'est un débat à part entière. Je vous renvoie, il y a beaucoup de choses aussi en vidéo sur YouTube, mais malheureusement sur Peertube aussi, qui est l'alternative libre à YouTube pour les personnes qui ne le savaient pas. Et il y a beaucoup de réflexions sur ces sujets, voilà, l'avenir de l'emploi, l'avenir du travail et la possibilité d'une économie contributive qui ne se fonde plus justement sur des emplois prolétarisés, parce que c'est un vrai sujet aussi. Il y a des tâches qu'on a envie d'automatiser, évidemment. Donc l'automatisation en soi n'est pas le problème, mais la question c'est que devient notre système, notre modèle économique fondé sur l'emploi, le pouvoir d'achat et la consommation, à une époque où de plus en plus d'emplois sont automatisés, où du coup les salaires baissent parce que les employés sont mis en concurrence avec les robots, et où en plus on va confier des tâches parfois qui ne sont pas du tout automatisables à des automates. Et là il y a de gros problèmes qui se posent. Mais tout ça, voilà, ce sont des questions encore une fois. Et donc la question de pourquoi faire, justement, c'est vrai que il y a plein de... Moi je plaide juste peut-être une dernière fois pour dire que l'IA générative n'est pas la seule fonctionnalité qu'on peut développer à partir de l'IA. Une encyclopédie collaborative comme Wikipédia se fonde aussi sur de l'IA, pas du tout sur de l'IA générative et pas sur du deep learning, mais c'est quand même des algorithmes. Et c'est absolument fondamental ce que Wikipédia représente, même si on peut faire beaucoup de critiques à Wikipédia, mais ça représente l'invention de la possibilité de créer, de construire du savoir collectivement. C'était impossible avant le numérique. Essayer d'écrire un livre à je ne sais pas combien de millions de personnes. Donc il faut toujours se demander ce que le numérique rend possible, qui n'était pas possible avant, et non pas qui accélère, si vous voulez, l'exploitation, l'automatisation et la prolétarisation. Parce que ce n'est pas dans ce sens-là, à mon avis, qu'il faut développer ces technologies. Il ne me reste plus qu'à vous remercier triplement. D'abord pour la qualité de vos interventions, ensuite pour la note d'optimisme quand même que vous nous donnez, c'est-à-dire que au boulot, les solutions existent et surtout elles résident dans notre intelligence collective et notre capacité de réflexion. Et puis de m'avoir donné une idée pour l'atelier de l'année prochaine, comme ça je suis déjà tranquille cette année pour l'atelier de l'année prochaine. Et du coup je vous recontacterai. Merci beaucoup et
Et juste, je vais redonner le titre de ton bouquin de la bêtise artificielle qui sort en septembre et le titre du rapport de X-Alternative, tu ne nous l'as pas donné. Intelligence artificielle pour l'émergence d'alternatives. Je vous invite à consulter sur notre site. Voilà, merci beaucoup.